Place à la table ronde des fédérations. Vous le savez, c'est un rendez-vous quotidien. En fin d'après-midi, la parole est donnée aux fédérations en écho au Forum des fédérations. Une quinzaine d'entre elles sont impliquées. Des prises de parole, d'ailleurs, sur le forum, une vitrine de l'innovation à ne pas manquer. Et cet après-midi, sur l'espace conférence, un enjeu clé que nous allons tâcher de décrypter. Regard croisé sur le règlement PPWR. Eh bien, pour apporter leur expertise, j'ai le plaisir d'appeler 4 intervenants. Gaël Bouquet, délégué général d'Ellipso, Karine Desbouis, coordinatrice COFEPAC, Claudie Mathieu, délégué général du syndicat national des fabricants de boîtes, emballages, bouchage métallique, et Christophe de Boissoudy, président de l'Association française des compostables biosourcés. Allez, merci de les applaudir pour les encourager pour ce travail de décryptage d'une réglementation complexe s'il en est. Allez, quelques mots rapides pour vous présenter les uns les autres. Le plus éloigné, eh bien, c'est Gaël Bouquet. Bonjour Gaël, vous êtes délégué général d'Ellipso, le syndicat professionnel des fabricants français d'emballage plastique. Vous accompagnez 125 adhérents, majoritairement des PME, sur les grands sujets de transformation, notamment transition écologique, économie circulaire, dans un contexte réglementaire particulièrement complexe, mais on va tâcher d'apporter des éléments d'éclairage. À vos côtés, Gaël, je salue Karine Desbouis. Bonjour Karine, vous êtes déléguée générale de Carton Ondulé de France et coordinatrice de COFEPAC, le comité français de l'emballage papier-carton. Vous intervenez à ce titre cet après-midi, représentez toute la chaîne de l'amont à l'aval, la boucle matière, avec effectivement les producteurs de matériaux papier, carton, d'emballage, ainsi que les fabricants d'emballage qui le transforment. Allez, plusieurs adhérents, Carton Ondulé de France, Copacel, Cartonnage et articles de papeterie, Alliance Carton Nature, l'UNFEA, l'Union nationale des fabricants d'étiquettes adhésives, ainsi que Revipac et le club MCAS. À vos côtés, Claudie Mathieu. Bonjour Claudie. Vous êtes délégué général du syndicat national des fabricants de boîtes, emballages et bouchage métallique. Vous êtes une spécialiste des enjeux réglementaires, notamment REACH, qui va être utile effectivement pour nous aider à décrypter PPWR. Un secteur que vous représentez qui est concentré, 11 adhérents, 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires, acier ou alu. Voilà, de matériaux qui, selon les préférences marketing, mais aussi les enjeux techniques, se retrouvent aller de la boîte de conserve jusqu'à la canette. La canette, c'est plutôt de l'alu. La boîte de conserve, c'est plutôt de l'acier pour illustration. Et puis Christophe de Boissoudy, bonjour, vous êtes président de l'Association française des compostables biosourcés. Là, c'est toute la filière de façon verticale, de l'amont agricole jusqu'à la transformation en polymère, jusqu'aux produits finis. Une quinzaine d'entreprises adhérentes, mais un secteur qui en fait fourmille d'une myriade de PME qui travaillent le sujet. Et vous-même, vous êtes directeur général de Novamont, une des sociétés leaders au plan mondial, producteur de matières premières destinées effectivement aux produits finis. Alors notre sujet, c'est l'adoption définitive, enfin, auront dit certains, le 19 décembre 2024, du règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballage. Elle est plus connue sous son nom PPWR, publiée au journal officiel de l'Union européenne le 22 janvier 2025. Dans les textes, c'est un vrai enjeu d'harmonisation, ça c'est l'intention. Dans le concret, c'est beaucoup de questionnements, beaucoup d'incertitudes. On va tâcher d'en lever certaines et puis poser aussi les questions sur lesquelles il faut attirer toute la vigilance des professionnels. Alors d'abord, ce que je vous propose, c'est que, comme c'est quand même un texte vaste, qu'on essaye d'œuvrer de façon pédagogique. On va prendre les enjeux recyclage, recyclabilité, intégration de recyclés, puis réemploi les uns après les autres. Il y a d'autres sujets, bien entendu, on pourra les aborder lors de la séance de questions-réponses. Mais avant de rentrer dans ce détail-là, chacune, un regard un peu macro, au fond, cette publication, comment vous l'avez vécue pour votre filière. Karine, à vous la parole en premier. Écoutez, la publication, on l'a vécue comme la fin de 18 mois d'âpres discussions
pour réussir à harmoniser les positions entre matériaux, entre typologies d'emballage et surtout entre pays de l'Union européenne. Ouais. Et c'était pas une mince affaire. On est sorti de notre regard franco-français et effectivement à l'échelle européenne, il y avait des points de vue très différents, divergents. Gaël? Oui, alors pour compléter ce que dit Karel, nous on l'a vécu comme, je dirais, une respiration. On parle beaucoup de respiration du service public. Et c'est une respiration pourquoi? Parce qu'elle vient uniformiser, harmoniser les règles qui étaient spécifiques dans les États de l'Union, surtout en France, hein, je dirais. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que, ou la mauvaise, ou en tout cas, on est assez prudent hein, de cette prudence grecque qu'est la phronésis, c'est-à-dire qu'on prend quand même un peu de recul par rapport à cela, c'est qu'il va falloir adapter cette réglementation et que les règles françaises devront s'adapter. Pas seulement la loi AGEC et la loi climat résilience et le tissu législatif, là c'est en cours dans le cadre de projets de loi dits d'adaptation, loi DADU, dans le jargon des affaires publiques, mais aussi en cascade dans tous les textes réglementaires, décrets, arrêtés, qui fixent aussi les cahiers des charges des éco-organismes. Et on sera très attentif à ce que les pouvoirs publics, qui sont en train d'y travailler pour août 2026, puisque c'est la date d'application du texte, que tout ça soit bien mis en œuvre à ce moment-là. Et il y a une grosse attente de l'industrie là-dessus. Et avec effectivement le souci de respecter la réglementation européenne et sans surtransposition, comme on dit. Oui, ça, c'est le sujet, effectivement. Christophe, votre regard? Alors, mon regard, je reprendrai un petit peu ce qui vient d'être dit, mais pour nous, c'est à la fois une ouverture et je dirais vraiment la chance de pouvoir enfin reconnaître des produits qui sont biosourcés, compostables et plus particulièrement compostables, avec un article spécifique. Et j'avoue qu'effectivement, la loi AGEC, la réglementation française, avait dans un certain côté beaucoup parlé, puis revenu un petit peu en arrière. Ça clarifie les choses. Ouais. Ça clarifie les choses, ça nous donne une ouverture, une perspective même avant l'application du 12 août 2026, puisque là, la France a la capacité de pouvoir éventuellement décider d'une ouverture même avant cette application. Et donc pour nous, c'est une respiration aussi. Vous dites un article, on peut aller presque chercher des connexions, articles 3, 8, 9, précisément, apporter quelques éclairages. Alors l'article principal, c'est le 9. L'article 9 qui parle spécifiquement et qui donne vraiment une ouverture pour aller vers de nouvelles applications de ce type, compostables. Et puis l'article 8 qui, lui, en fait, est davantage sur le biosourcé, qui est, lui, plus à venir, à définir le cadre, à définir les implications environnementales. Mais vraiment intéressant, l'article 9, et puis après une déclinaison avec l'article 25 qui arrive même à décliner une liste de produits qui auraient un intérêt à être uniquement compostables. Ouais. Claudie, à vous le tour. Véritablement, il y a eu un avant et un après aussi pour vous? Alors, je dirais que nous, la complexité, c'était de voir comment tout ça, ça allait s'articuler, parce qu'en France, on est toujours en avance de phase. Et donc, je dirais que sur ce PP d'ouvert, moi, mon regret un peu, c'est ces définitions où on ne sait pas trop comment les interpréter. On attend toujours des interprétations de la Commission européenne. Donc, souvent, on a des questions, mais malheureusement, on n'est pas à même de fournir les réponses, de comment ça va s'articuler avec la GEC, notamment. Également... sur l'harmonisation, on regarde aussi, est-ce que ça ne va pas trop complexifier, puisqu'on parle, on voudrait de la simplification. Et donc, sur l'information sur les produits, notamment les emballages, des déclarations, mais des déclarations qui nécessitent des actes délégués, des normes, et du coup, pour l'instant, on est en attente. Donc, en fait, ce PPWR, les gens pensent que tout va rentrer en œuvre au 12 août. Sauf qu'il y a plein de choses derrière qui doivent arriver, les grades, définir les grades de recyclabilité, les actes délégués pour la recyclabilité, tout ça. Et on n'a pas forcément toutes les réponses. Donc voilà. Donc un grand point d'interrogation. Alors on va essayer de cibler justement les points clés à avoir en tête et puis peut-être les quelques certitudes s'il y en a. Premier point, les enjeux de recyclage et de recyclabilité. Alors pour le coup, il me semble qu'il y a une date que tout le monde a en tête, c'est 2030 des emballages
sur le marché ne seront autorisés que s'ils sont recyclables. Et puis vient la suite dans des filières effectivement où ils pourront être recyclés. Alors Karine, sur ces enjeux-là, quelle est votre grille de lecture ? Alors effectivement, je pense que la définition de grade de recyclabilité, les exigences de recyclabilité des emballages, c'est un des points essentiels de PPWR. Alors Claudine l'a dit, hein, on a surtout des questions plus que des réponses. Dans le cadre de la recyclabilité, on a quand même un avantage, c'est que la Commission européenne nous a chargé, nous professionnels, à travers le Comité européen de normalisation, de définir un peu les critères de recyclabilité et comment les produits recyclables doivent revenir dans les usines. Ce qui est plutôt une bonne chose, puisque ce sont quand même des réalités industrielles et des marchés qui fonctionnent aujourd'hui ou qui sont à développer, et que ce sont quand même les usines au cœur des dispositifs qui doivent définir les conditions de réalisation. Pour autant, c'est un travail monumental. Il faut définir des règles pour tous les pays d'Europe, pour tous les matériaux, qu'on ait une base commune de travail pour réussir à définir cette recyclabilité. Je pense qu'on va y arriver. On l'a fait en un temps record. Alors, nos petits camarades du plastique avaient commencé bien avant nous. Ils avaient eu une certaine visibilité sur le sujet. On va y arriver et à la fin de l'année, on sera capable de fournir à la Commission européenne une méthodologie. Pour autant, c'est la Commission européenne avec le Joint Research Center qui va définir comment on calcule les grades de recyclabilité. Et aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qu'elle va mettre dans tout ça. Et puis, on a un super concept derrière qui s'appelle la recyclabilité à l'échelle. Qu'est-ce et que alors ça veut là, dire ? on attend encore de savoir ce que concrètement ce terme va pouvoir signifier. Et pour qu'on mesure au fond tout l'enjeu de cette définition sur à l'échelle, Karen, qu'est-ce que ça peut avoir comme implication selon la définition ? En quoi ça peut bien influer sur le marché global ? Ça peut influer sur le marché global dans le sens où si on considère qu'un recyclage à l'échelle, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une certaine quantité de population qui ait un réseau de collecte, de tri et de recyclage d'accès facile. Tout dépend si on calcule cet accès au niveau d'un pays, au niveau d'une région, au niveau de l'Europe tout entière. Et là, c'est plus les mêmes objectifs. Il y a des régions qui sont touristiques, qui vont tripler leur population pendant l'été. Et alors, du coup, à l'échelle, on le définit par rapport à la population d'hiver ou la population d'été. Enfin, ça pose des questions monumentales. Dans un coup, c'est jouable et dans une autre alternative, ça l'est plus. Gaël, sur ce point. 2 points. 2 points à vous. Personne n'y comprend rien sur la recyclabilité. Évidemment, puisqu'il n'y a que ceux qui travaillent au Comité européen de normalisation comprennent comment en fait tout ceci va gouleiller. Donc, 2 choses. Horizon 2030, recyclabilité technique. Voilà. Est-ce que votre produit passe le filtre technique de la recyclabilité ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est triable ? Est-ce qu'il est bien orienté dans la bonne filière ou pas ? Est-ce qu'il est bien reconnu optiquement ? Ça, c'est le 2030. 2035, recyclabilité à l'échelle industrielle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une filière effective. Donc, deuxième filtre, 2030, 2035. Voilà comment ça s'organise. Quand on a dit ça, on n'a rien dit, puisque qu'est-ce qui sera recyclable, qu'est-ce qui ne sera pas. On a une petite vision de savoir quels sont aujourd'hui les produits, on va dire, qui sont dans le vert, ceux qui sont dans le rouge, et ceux qui sont dans le orange, une espèce de zone grise entre les deux. Je pense que c'est notre devoir, nous en tant que fédération, de communiquer assez pédagogiquement sur aujourd'hui, dans cette phase avant 2030, quels sont les produits qui sont recyclables, quels sont ceux qui posent problème et sur lesquels il faut travailler. Et on y travaille tous les jours. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, qui rejoint le premier, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans la phase 2025-2030 ? Parce qu'au fond, aujourd'hui en France, il n'y a pas d'obligation de recyclabilité en France ou dans les autres pays. C'est les règles européennes qui s'appliquent. Elles s'appliqueront en 2030. Mais alors qu'est-ce qu'on fait dans cette séquence 2025-2030 ? Alors petite chose qui nous provient des pouvoirs publics, parce que cette question a été posée par l'un de mes adhérents au cabinet du ministre de l'écologie. Il a répondu, écoutez, ceux qui respecteront peu ou prou les règles européennes
et qui ne respecteront pas les règles françaises, on ne les contrôlera pas et on ne les sanctionnera pas. Parce qu'ils veulent qu'on soit en avance de phase sur cette temporalité 2030. Ouais. Donc ne craignez rien, pour vous rassurer un petit peu, si vous ne respectez pas par le menu ce que les éco-organismes vous proposent, vous ne serez pas sanctionné, vous ne serez pas contrôlé sur cette séquence-là. C'est ce que nous dit le ministère de l'écologie. On verra comment ça se passe dans les faits. Oui, c'est ça, dans la composition actuelle du gouvernement, bien entendu. Juste quand même sur les critères, les spécifications techniques, notamment sur le plastique, les normes ont avancé peut-être plus vite que pour d'autres matériaux. On commence quand même à avoir des éléments qui permettent d'arbitrer. Oui, on commence déjà à avoir des choses qui sont nous aussi beaucoup impliqués sur cette question-là. Et donc, il y avait des groupes de travail. Ma collaboratrice Marie a beaucoup participé ici présente. Oui, sur certaines typologies d'emballage, monomatériaux, sur certaines il n'y a pas de problème. Ce qui pose problème aujourd'hui, ce sont des choses qui perturbent le recyclage, sur des choses qui sont sur des résines qui sont peu recyclables, sur des choses qui devront faire l'objet d'adaptation, l'objet d'arbitrage très concret pour changer quand il le faut de résine, s'il le faut. Il y a déjà des choses qui sont faites. On a fait un guide dans la cosmétique précisément où il y a des arbitrages clairs qui ont été pris pour abandonner par exemple l'ABS ou pour le noir de carbone, faire des choses qui ne sont pas identifiables et qui ne passeront pas le fil de la recyclabilité. Donc on a pris déjà des engagements très concrets en avance de phase pour porter la bonne parole. Alors Claudie, tout l'exercice de table ronde, c'est effectivement d'avoir une diversité de matériaux. Les enjeux de recyclabilité, de recyclage pour l'acier et l'alu, quels sont-ils ? Alors déjà, nous, on a 2 matériaux qui sont recyclables. Voilà. On a, nos emballages monomatériaux. Et ce qui peut être imprimé ou verni, en fait, ça pose pas, il n'y a pas de perturbateur de recyclage. On n'a aucun problème pour ensuite que cette matière soit réintégrée au recyclage. Et au niveau de l'incinération, donc on récupère du gisement aussi, puisqu'on a des mâches ferreux ou non ferreux, côté alu. Donc, ce qui fait qu'on nous, au niveau de ces grades, ce qu'on s'attache à faire, c'est de voir que les spécificités acier et aluminium soient pris en compte, monomatériaux. En revanche, pour le recyclage à l'échelle, on a tous une préoccupation, parce qu'on ne sait pas encore comment tout ça va s'intégrer dans le paysage actuel. Nous, on a des filières de recyclage matures et voilà. Donc, et nous, en fait, ces gisements, ce sont des valeurs. Nous, l'acier et l'aluminium a des valeurs quand on les réintègre dans le recyclage. Donc, voilà. Donc et tout l'enjeu, c'est quelque part de travailler sur la collecte et le tri. Alors, nous, on s'attache parce que les déchets d'emballage métallique, en fait, n'ont pas évolué. Le pourcentage entre 4,8 et 5% au niveau européen depuis 2009. Donc, on a une certaine stabilité dans la production de déchets métalliques. Mais ce qu'on regarde, c'est d'essayer de récupérer du gisement pour le recycler. Donc l'enfouissement, bien évidemment, on est contre, mais je pense qu'on est plus ou moins tous contre. Et aussi, sinon, c'est la collecte et le tri. Alors le tri, on renforce, les centres de tri ont renforcé leurs moyens de... Donc nous, c'est par Alimentation et les Monts de Foucault. Sinon, c'est également la collecte hors foyer qui a pris du retard. Maintenant, c'est en train de se mettre en place, mais c'est vrai que sur des emballages comme les nôtres, sur certains emballages comme les nôtres, notamment ménagers, ça nous coupe de gisements recyclés. Sur les emballages nomades notamment, en effet. Alors Christophe, diversité de matériaux, compostable, biosourcé, recyclabilité, enjeu de recyclage, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Alors pour nous, la compostabilité, c'est le parent pauvre du recyclage en France. Et si nous sommes, l'ensemble des membres de l'association est contente, c'est qu'au niveau européen, en fait, ça a défini le recyclage organique. Et ça a défini le recyclage organique en tant que recyclage. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a évidemment des articles, donc le 53.7 qui le définit entre autres, qui considère qu'effectivement un recyclage, ça c'est un des points, c'est à partir du moment où on intègre évidemment les biodéchets, c'est-à-dire des déchets qui sont plutôt des déchets de cuisine, qui sont par définition recyclables de manière organique et qui vont jusqu'au sol en améliorant la qualité du sol, en ayant un aspect positif, soit sur le sol, soit d'un point de vue environnemental.
que ce soit d'ailleurs en compostage ou en méthanisation. Et ça, c'est le premier point qui a été défini donc dans le PPWR. Et le deuxième point, eh bien, c'est un point qui est un petit peu décalé, qui est un point qui touche à l'obligation européenne de collecter les biodéchets. Et l'obligation européenne qui a eu... Pour les collectivités. Pardon ? L'obligation de collecter pour les collectivités Absolument, locales. pour l'ensemble des collectivités européennes. Il y avait déjà avant d'autres pays qui s'y étaient mis. Tout le monde pense à l'Italie, un peu l'Espagne et d'autres pays également, donc certains produits nordiques. Mais là maintenant, depuis l'année dernière, janvier 2024, c'est une obligation de collecter, y compris pour les Français, de collecter les biodéchets. Et c'est vrai que sans les biodéchets, on n'avait pas de filière. Il n'y a pas de filière organisée pour pouvoir intégrer des produits compostables. Et d'ailleurs, suite à ça, nous avons en plus de ça, et ça c'est un peu en annexe de PPWR, la chaire COPAC, qui est une chaire INRAE, qui, fort de ses orientations, a décidé de voir effectivement ce qui est possible de recycler en tant qu'emballage, bien évidemment, avec les biodéchets pour faire un compost de qualité. Et on a, là, je pense que le deuxième article devrait sortir très prochainement, des résultats extrêmement positifs sur la capacité d'un emballage compostable, certifié bien entendu, à se totalement se biodégrader en compostage industriel et éventuellement, et ça je pense que c'est un point important et je suis content de pouvoir effectivement en témoigner aujourd'hui parce que les résultats sont sortis extrêmement récemment, qu'ils peuvent continuer leur biodégradation dans le sol, bien qu'ayant été estampillés en compostage industriel. En tout cas, un règlement qui effectivement ouvre une voie et donne une orientation claire pour eh bien, les compostables biosourcés. Sur cet enjeu recyclabilité, un point clé, c'est l'intégration de recyclés, Gaël, particulièrement dans l'actualité depuis, alors là c'est au plan national, hein, eh bien, la promulgation des primes recyclées, c'était courant du mois de septembre. Un point pédagogique sur l'intégration de recyclés, Gaël. Alors, un point pédagogique, l'intégration de recyclés, évidemment, dépend de la recyclabilité, hein, puisque c'est ce qui va permettre d'avoir aussi derrière, en sortie, plus de matière. La question de l'intégration de recyclés, c'est la question de la disponibilité de la matière en volume et en qualité, au retour au contact alimentaire et au prix de la matière recyclée, qui est plus cher que la matière vierge. Bon. Quand on a dit ça, il vient se surajouter un contexte économique difficile, puisque les États-Unis ont rétabli les droits de douane, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine et les pays asiatiques n'exportent plus massivement vers les États-Unis, mais massivement vers l'Europe. Ce qui fait qu'il y a des exportations massives qui conduisent à des baisses du vierge, et notamment le PET et RPET ont perdu en prix, en niveau de prix sur le sol européen. Donc ce qui décorrèle encore plus donc le prix du vierge. PET devient difficilement compétitif dans cette situation. À cela se surajoute le fait que en Europe, nous n'avons pas de traçabilité qui permette de distinguer la matière vierge de la matière recyclée. Ce qui fait qu'il y a de forts soupçons de fraude, de recyclés, qui ne sont pas des recyclés, qui viennent d'Asie, du Vietnam, par la Chine. Il y a même des fournisseurs chinois qui s'installent en Europe, qui importent de la Chine et qui assemblent sur place. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il y a un vrai enjeu de dumping, de contrôler ce dumping provenant d'Asie, de circonvenir la question de la fraude. Et il y a deux choses qui le permettent. La première, c'est les clauses miroirs du texte européen PPWR, qui ne sont rien d'autre qu'un principe de réciprocité, c'est-à-dire ce qui est importé doit respecter ce qui est traité sur place. Ça, c'est le premier point. Mais encore faut-il qu'il y ait des actes d'exécution qui prévoient les mesures. Ils ne sont pas encore pris. D'autre part, c'est ce fameux arrêté du 5 septembre 2025 qui est entré en vigueur et qui sera appliqué au 1er janvier 2026, qui prévoit une série de primes à l'incorporation et qui nous semble, pour nous, côté Ellipso, en tout cas, ça nous permettra, s'il est étendu à toute la zone euro, de, je dirais, circonvenir ce problème d'importation, puisque ce texte prévoit
un critère géographique de 1500 km pour être éligible à cette fameuse prime. Oui, c'est ça. Voilà, pour faire court. Oui, c'est ça. Alors, et effectivement, sauf erreur, du côté tout du moins de l'éco-organisme Citeo, parce que ce 1500 km pose plein de questions pratiques. L'idée, c'est de considérer que, alors je traduisais, répondez, je ne vais pas répondre à votre place, Gaël. Comment c'est traduit par l'éco-organisme? Alors, c'est traduit par, je dirais que c'est le critère de 1500 km, c'est à partir du barycentre de la France. Voilà. Et que tous les pays européens qui sont, je dirais, un tout petit peu au-delà, mais qui sont, je dirais, qui relèvent de cette distance, bon, évidemment, seront éligibles à la prime. C'est ça. Donc c'est un peu comme ça. Voilà. Mais il y a encore beaucoup de travaux sur la mise en œuvre de cet arrêté qui comporte des zones un peu noires, un peu grises, sur comment on met en œuvre ce critère géographique de 1500 km, comment on interprète le critère de rendement de 50% qui exclut quand même certains recycleurs chimiques, notamment provenant de la pyrolyse, comment les critères d'éligibilité se mettent en place. Donc tout ça, on est en train de le traiter ensemble avec toute la filière dans une task force dédiée. Donc, qui comprend les pouvoirs publics, les éco-organismes, les metteurs en marché, les grandes marques, les fabricants. Donc ça avance, on va avancer là-dessus. Mais on pense que c'est une bonne garantie, en tout cas, si cet arrêté était étendu à l'ensemble de l'Europe. Pour l'instant, c'est franco-français, mais effectivement un potentiel d'élargissement. Et puis l'enjeu de la traçabilité, effectivement, plus que jamais important sur l'intégration de recyclés. Sur cet enjeu, d'autres réactions, peut-être Christophe, est-ce que ça peut concerner le PLA qui fait partie des compostables biosourcés? Alors le PLA, c'est effectivement un matériau un peu différent par rapport à l'ensemble des matériaux compostables biosourcés, parce que normalement, d'un point de vue compostabilité, il n'est compostable qu'en compostabilité industrielle. Il n'en demeure pas moins que c'est également un élément beaucoup plus simple, puisqu'on le reconnaît assez facilement, bien qu'il y ait plusieurs types de PLA. Et dans ces conditions-là, vous avez l'ECO, qui est le deuxième organisme. Deuxième éco-organisme, oui, voilà, sur la REP. Qui a décidé d'envisager un recyclage chimique sur le PLA avec une société qui devrait s'installer en France prochainement et qui récupérerait en fait le PLA qu'il produit pour le recycler chimiquement, à savoir son implantation en Normandie. Et il est à la fois producteur et recycleur. Et ça, c'est relativement intéressant. Et donc, l'ECO a décidé d'ouvrir à la recyclabilité chimique sur le PLA. Des perspectives donc sur le PLA. On continue de décrypter le règlement PPWR. On laissera aussi la place aux questions de la salle parce que c'est important qu'il y ait de l'interactivité sur ces sujets. Le réemploi, Karine Desbouilles, coordinatrice de COFECAP, quelle est la situation pour le papier carton ? Alors, je pourrais vous dire assez facilement que le réemploi n'est pas un sujet, dans PPWR, n'est pas un gros sujet pour nous. Et pourtant, le papier carton n'est pas un matériau adapté au réemploi. Intuitivement. Et de fait, il est beaucoup plus adapté au recyclage, puisqu'il a un taux de recyclage très important. Et cette caractéristique a été reconnue par la Commission européenne, puisque nous avons obtenu une exemption des obligations de réemploi sur les emballages de transport et les emballages de regroupement. Pour autant, c'est pas pour ça que nous n'avons pas de position sur effectivement ces obligations de réemploi qui ont été mises dans la loi AGEC, qui sont mises aujourd'hui dans la loi PPWR, alors avec peut-être un peu plus de cohérence dans PPWR et encore. Le problème, c'est que il n'y a pas lieu d'imposer une organisation d'emballage plutôt qu'une autre. Et que ces impositions, elles ont été faites sur des bases complètement dogmatiques, en considérant que d'office, le réemploi est meilleur pour l'environnement que l'usage unique et le recyclable. C'est complètement faux. Il a été démontré pour nombre de situations dans tous les matériaux que ça n'est pas le cas. Et je pense que là, on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas lieu d'opposer ces deux usages des emballages, usage unique et réemploi, et qu'il faut regarder, ce sont deux éléments complémentaires, et il faut regarder au cas par cas quelle est la meilleure organisation
environnemental, mais aussi, ne l'oublions pas, économique, logistique. Ouais. Il y a derrière, ça emporte tout un tas d'obligations, d'organisations qui ne peuvent pas être ignorées. Gaël, alors, sur le réemploi, alors peut-être avant de votre réponse, faire un peu de pédagogie, rappeler peut-être qu'effectivement AGEC, des objectifs, elle est 10% en 2027, objectif général, PPWR, des objectifs sur les contenants boissons. Absolument, j'allais justement en parler. Du coup, ça tombe bien. Bon, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Karen en tout point, donc je ne vais pas redire ce qu'elle a dit, mais on a un décret du 8 avril 2022 en France qui prévoit du réemploi sur quasiment toute typologie d'emballage à horizon 2027 et avec un pourcentage de 10%. Ça, c'est le côté français. Côté européen, c'est des obligations qui sont ciblées sur certaines catégories d'emballage, donc les boissons en effet, sur des emballages industriels, de transport, des emballages de palettisation, dans un film de palettisation, de ce genre de choses, à des horizons 2030 et 2040, pas à horizon 2027. Donc là, vous voyez, là, typiquement, il y a un petit sujet quand même. Donc les pouvoirs publics sont partis dans la direction du décret du 8 avril 2022. Il devra être réformé, ce décret, puisqu'il ne correspond pas à la réalité européenne. Là encore, il faudra vraiment s'adapter. Mais je voudrais dire juste un mot sur le réemploi. Anne-Marie Hydrac, en 2018-2019, sur la question du véhicule autonome, posait cette question aux Français. Que feriez-vous si vous étiez dans un véhicule totalement autonome? Devinez ce qui répondait à 62% des Français. Je surveillerais la route. Eh ben, le réemploi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'acceptabilité sociale du réemploi, c'est-à-dire que si votre emballage n'est pas effectivement réemployé, mais qu'il est jeté à la première rotation dans la poubelle, et que dans l'intervalle, vous avez épaissi la matière, puisque dans un emballage réemployable, il faut que la matière soit plus épaisse, eh ben vous avez atteint non pas les objectifs que vous êtes fixés de réduction, vous avez augmenté sous, je dirais, une dénomination qui est inopérante. C'est un peu cela que disait Karen tout à l'heure. Ouais, c'est complètement incohérent de penser de façon univoque, générale et absolue le réemploi comme alternative dogmatique à l'usage unique. Claudie, je vous vois acquiescer. Alors, bon, moi je suis d'accord, on n'oppose pas, il faut être complémentaire. Sur le réemploi, je dirais qu'au niveau national, c'est objectif global, national. Et donc, ce qui fait que ça permet de répartir pour les secteurs qui peuvent vraiment en faire. PPWR, pour nous, sur les emballages en transport, ça va être vraiment problématique. Je pense qu'il y a eu une confusion entre ce qu'était un emballage de marchandises dangereuses et de transport, et avec les définitions qui, pour moi, sont assez mal ficelées, mais je pense que je ne suis pas la seule à partager ça. On a une complexité dans les définitions qui fait qu'on ne sait plus trop à quel emballage on se vouer ou à quel emballage ça fait référence. Et sur les emballages de transport, sur le 100% à horizon, alors j'ai plus les dates, mais en tout cas, ça sera complètement irréalisable. Je pense qu'il y a l'histoire de le transport de marchandises dangereuses, emballage de transport, et aussi, on a, je pense, oublié qu'il y a des réglementations qui interdisent le réemploi. Alors, par exemple, c'est le cas des aérosols. C'est clairement marqué dans la directive. Sur des réglementations comme cosmétiques, parfumerie, etc., ingrédients pharmaceutiques, il est hors de question de réemployer ces emballages-là parce qu'il y a de telles exigences réglementaires qu'il n'est pas possible de les réemployer. Ouais. Donc, on va vraiment avoir des problèmes sur ce point-là. Allez, Christophe, un complément sur le réemploi. Alors sur le réemploi, nous évidemment, on a des matériaux qui ne sont pas voués au réemploi, puisque ce sont plutôt des matériaux qui sont à courte durée de vie, voire à usage unique. Par exemple, tout ce qui est emballage élémentaire. Généralement, un petit peu la même chose que ce qui vient d'être dit. L'emballage élémentaire ne va pas être réemployé, bien entendu. En revanche, je pense que le maître mot, c'est vraiment, et je pense qu'on est tous d'accord autour de la table, c'est vraiment la complémentarité. La complémentarité entre le réemploi, les différents modes de recyclage, en regardant bien ce qui est intéressant d'un point de vue environnemental, pratique aussi, parce qu'entre nous soit dit, c'est l'usage
Si on a des emballages, c'est pour répondre à un usage particulier. Et cet usage doit quand même être regardé. Le côté, on l'a dit, un peu dogmatique malheureusement, pousse les pouvoirs publics parfois à aller vers des réglementations qui sont exagérées. L'usage unique, c'est quoi? Et notamment pour tout ce qui est emballage alimentaire, c'est assez difficile d'imaginer de pouvoir réemployer. Et donc c'est très important d'être complémentaire et de regarder pratiquement au cas par cas, quelle que soit la matière utilisée, la matière de base, carton, aluminium, métal, plastique. N'oublions pas aussi que quand on parle d'interdiction d'usage unique, Oui. l'usage unique est interdit pour les plastiques, pas l'usage unique en général. Or, je trouve ça assez anormal qu'on interdise l'usage unique pour les plastiques sans être absolument certain qu'on a une proposition meilleure qu'un plastique. Souvent, le plastique est plus léger, etc. Donc, il faut vraiment regarder au cas par cas et aller vers une complémentarité entre réemploi et mode d'emballage et mode de recyclage. Alors, on va terminer sur ce point. Karine, juste un court complément, si vous voulez. Un tout petit complément, oui, pour vous dire qu'il y a plein d'études qui sont réalisées. L'ADEME vient de publier une toute nouvelle étude. Et allez voir, vous allez voir que la réponse à la question est complexe et pas si simple. Et puis, si ça vous intéresse de comparer usage unique, réemploi, on a une conférence demain sur le Forum des fédérations où on expliquera comment comparer les deux systèmes. Le message est passé. Je voudrais qu'on garde du temps pour les questions de la salle. Alors, dernière question, des réponses courtes. L'idée, c'est qu'on essaye de donner quelques perspectives, des jalons dans les mois, les années à venir. Qu'est-ce que les professionnels doivent avoir en tête? Et en filigrane, j'observe aussi que certaines fédérations trouvent des points de concordance pour interroger le règlement PPWR. Ça a été notamment le cas récemment sur la REP emballage professionnel. Claudie Mathieu, quelques mots sur effectivement cette REP emballage professionnel en lien avec PPWR. Oui, alors sur la REP emballage professionnel, en fait, on a vu qu'on avait des dispositions qui se profilaient à l'horizon et finalement que sur certaines propositions, on partageait nos vues avec à la fois les emballages, enfin les Ellipso, les emballages plastiques, le papier carton et les emballages métalliques. Donc c'est là aussi qu'on voit qu'il ne faut pas opposer les matériaux ni les emballages, qu'on est tous complémentaires et que sur la REP emballage pro, il y avait des points sur la non-fongibilité, sur la gouvernance, sur... La notion de producteur, c'est ça? La définition de producteur. Définition de producteur, différentes questions qui ont été adressées à la Commission européenne. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que, juste en 2 mots, c'est que la définition de producteur, on nous dit ça couvre quoi? Nos autorités nous disent c'est le règlement européen, donc on attend la foire aux questions de la Commission européenne. Et en attendant, on a des textes comme le décret qui est paru hier ou avant-hier qui reprend la définition du règlement PPWR. Donc ça va être difficile de répondre à nos adhérents, sachant qu'on n'a pas les précisions. Ouais, en effet. Allez, même question, Karine, et on continue sur les points d'attention. Pour compléter effectivement ce que dit Claudie, on est quand même dans une situation où on crée une nouvelle REP avec une nouvelle éco-contribution. On est incapable de savoir qui va la payer. Ah oui. Voilà. On en est là aujourd'hui parce qu'on attend un certain nombre de précisions sur les définitions. Mais c'est multiple. Hein. On ne sait pas qui est le producteur. Je mets tout le monde au défi de me définir dans PPWR ce qu'est un emballage de transport, un emballage de regroupement, un emballage de vente et un emballage de vente utilisé pour le transport. Enfin, ouais, vous voyez le nombre de joyeusetés qu'on peut avoir dans le texte. Alors Gaël, projetons-nous, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête en tant que professionnel? Quels sont les principaux jalons à venir? Venez adhérer à Ellipso. Alors ça c'est oui, si on correspond au périmètre, pourquoi pas? Non, mais très objectivement, nous ce qu'on met en place, c'est précisément cela, c'est-à-dire ce qui importe dans cette séquence où on est à 5 ans en fait de l'application des obligations, de faire énormément de clarification, de lisibilité réglementaire, à la fois sur le terrain d'outils autoportants, et on va mettre en place un outil en 2026 qui nécessite un peu de développement informatique, où la clé d'entrée sera l'emballage, c'est-à-dire que vous mettrez votre emballage sur la plateforme avec vos specs et vous saurez exactement
quel type d'obligation réglementaire en matière de substances, sécurité sanitaire et d'économie circulaire s'appliquera à cet objet. Donc Entendu. ça, je pense que c'est très important. Besoin Ce d'expertise que l'on pour doit, ce sujet. et la clé d'entrée pour un industriel, c'est l'emballage. Donc ça, c'est très important. Et sur le terrain de l'influence aussi, c'est-à-dire de dire au pouvoir public, arrêtez d'aller dans la spécificité réglementaire, arrêtez de faire de la complexité, parce que ça favorise ce qu'on appelle en économie le syndrome du passager clandestin, c'est-à-dire celui qui n'appliquera aucune règle et, compte tenu de la porosité des contrôles, ne se fera jamais sanctionner. Oui. Donc, arrêtez cela parce que ça nuit à l'investissement industriel et ça nuit à la portée effective en fait, des obligations que vous imposez. C'est clair. Christophe, le mot de la fin de façon brève, s'il vous plaît. Alors le mot de la fin va être très simple. Vous voyez, vous avez des fédérations devant vous, des associations. Et je reprendrai ce que tu viens de dire, adhérer. Adhérer pourquoi? Parce que vous avez remarqué quand même que la réglementation, la législation est absolument fondamentale pour avoir une vision industrielle. Et donc cette réglementation doit être absolument discuter en amont. Et c'est le rôle des associations que vous avez ici. Et sans cette discussion en amont, on a, comme on vient de le dire, parfois des réglementations qui nous tombent du ciel, qui n'ont pas vraiment regardé les problèmes dans leur complexité et qui posent d'énormes complexités dans leur application et surtout dans une vision industrielle à moyen et long terme. Donc il faut impérativement avoir des associations fortes qui est capable de pouvoir interagir en amont de la réglementation de manière à limiter ces effets qui sont extrêmement destructeurs pour l'industrie française et européenne en général. C'est clair, merci à vous. Vous pouvez applaudir nos 4 intervenants pour cet échange nourri sur un exercice loin d'être évident, le décryptage de PPWR. On a du temps pour des questions. N'hésitez pas à vous manifester. Un micro circule dans la salle. Alors, qui se lance sur la première question? Oui, madame, on peut amener un micro au premier rang. Merci de vous présenter avant de poser votre question. Alors, est-ce qu'il est allumé? Attendez. Allô, allô? Ça fonctionne. Merci. Donc Marie de la Falise et l'Ipso, je commence du coup la tournée. À quand de faire du coup une liste nous-mêmes de l'interprétation des différentes typologies d'emballage ensemble sur la liste des emballages PPWR? Alors, De nous proposer nous-mêmes l'interprétation des différentes segmentations, emballages de transport, de vente, etc. oui, Karine. Tout à fait, mais c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et je pense que ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous l'avez vu, on a des fédérations, on représente des emballages qui parfois sont concurrents. Et pourtant, on a vraiment une communauté de vues et on est tous d'accord sur beaucoup de fondamentaux. Donc effectivement, on va la proposer, cette interprétation. Une question au fond de la salle, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut amener le micro? Monsieur, merci de vous présenter. Oui, merci. Laurent Massacrier, GBCC. J'avais une question pour Christophe de Boissoudy. Au niveau justement du règlement européen de la liste positive des matériaux acceptés sur des produits qui seraient biosourcés, compostables, est-ce qu'il y a une deadline? Où ça en est par rapport à la France, l'Europe? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions? Christophe. Merci. Alors effectivement, le PPWR liste des produits, plus que des matériaux en fait, parce que de toute façon, à partir du moment où ils sont compostables et biosourcés, quel que soit le matériau, il n'y a pas de problème. On parlait du PLA tout à l'heure, il y en a beaucoup d'autres. Sur cette liste, en fait, il y a déjà 2 produits qui sont clairement listés et qui sont déjà dans le PPWR, qui sont en fait les sachets de thé et les étiquettes apposées sur les fruits qui doivent être nécessairement compostables, avec des définitions de compostable qui sont dans l'article 3, une compostabilité industrielle qui est privilégiée au niveau européen par rapport à la compostabilité domestique. Rappelons que le compostage domestique n'est pas un recyclage. On le fait chez soi. Pour qu'il y ait recyclage, il faut effectivement qu'il soit collecté et que par la suite, il rentre dans une filière de recyclage. Et puis au-delà de ça, et ça je pense que cette question est intéressante parce qu'on a la possibilité, chaque État
a la possibilité, avant le 12 août de l'année prochaine, de pouvoir inclure et décider d'autres types de produits qui sont, entre autres, je dirais, conseillés, listés et conseillés, comme c'est le cas des sacs fruits et légumes, c'est déjà le cas en France, qui sont appelés en Europe comme sacs légers, inférieurs à 15 microns, les sacs inférieurs à 50 microns, qui sont davantage les types de ces sacs de caisse qui pourraient être uniquement compostables et biosourcés, et puis toute une liste que j'oserais dire à l'après-vert, mais qui a été relativement bien pensée, qui sont en fait des applications, souvent à usage unique bien sûr, mais surtout qui ne peuvent pas être recyclées aujourd'hui dans un recyclage notamment mécanique, tout simplement parce qu'ils sont trop souillés, trop petits, difficiles à individualiser et qui pourraient être compostables en cohérence, bien évidemment, avec la collecte des biodéchets pour qu'il y ait une logique entre l'emballage et les biodéchets. Donc plutôt des emballages qui sont des emballages à destination alimentaire. Et donc cette liste est dans l'article 25, ou plus exactement l'annexe 5. Et effectivement, on a ces éléments-là, d'où le côté très positif que je vois dans la PPWR, contrairement à la réglementation française actuelle. Oui. Et d'ailleurs, on travaille, et ça a été souligné très bien avec Ellipso, sur ce sujet-là pour ne pas se marcher sur les pieds par rapport à d'autres matériaux qui ont une voie de recyclage et qui n'ont absolument pas besoin ou aucun intérêt à être compostables. Merci pour cette réponse précise. D'autres questions, interrogations? N'hésitez pas à vous manifester. Alors, on a le temps pour une dernière question. Oui, madame, on vous amène le micro. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Émilie Chaussat, groupe EDA. Moi, je vais avoir une question plutôt factuelle dans mon quotidien. On est injecteur plastique, on utilise énormément d'emballages carton, film pour le transport. On a une vraie question aujourd'hui sur ce fameux film d'emballage palette. PPWR dit quoi? Parce que c'est quand même très flou. J'ai un son de cloche 30% de PCR, j'ai un son de cloche 35%. Est-ce qu'on va être taxé, pas taxé? AGEC, c'est quoi par rapport à ça? Alors, c'est pour plutôt Gaël. Alors, film de palettisation, donc. Film de palettisation, obligation de réemploi à 100%, de site à site, et de site à site partenaire. Ça va être sauté. On l'a fait sauter. Il n'y a plus d'obligation de 100%. Maintenant, on attaque les obligations encore à 40% de réemploi, hein, j'entends. Parce que ça n'a pas de sens, en fait, pour le film de palettisation, c'est pas réemployable, en fait. Donc, et ça, on avance petit à petit sur cette question-là, déjà, c'est pas mal. Sur les questions d'intégration de recyclés, il y a d'autres actions qui sont en cours. Effectivement, il y a des obligations d'intégration aussi, mais qui là encore, qui sont assez incohérents parce que quand on intègre du recyclé dans les films, c'est plus épais, donc on augmente et ça donne lieu à des coûts de réparation et de maintenance encore plus importants puisqu'il y a plus d'aspérité en fait en réalité. Donc oui, il y a des obligations actuellement en matière de réemploi, en matière d'intégration, mais progressivement, on va essayer de les faire. Donc voilà, on est dans une période où effectivement, il y a des atermoiements, il y a des choses qui vont évoluer. Voilà. Alors, donc, mais, effectivement, vous pouvez vous rapprocher de nous hein, là-dessus, on pourra y répondre plus spécifiquement. Ça illustre bien effectivement la période de transition, la nécessité plus que jamais de s'engager pour solliciter les expertises et puis œuvrer pour des positions les plus adéquates possibles. Un grand merci à vous quatre pour cette table ronde. Merci. Juste un mot. Alors, juste un mot, Gaël. On est à côté les uns des autres, mais on travaille tous ensemble. Donc que ce soit avec Christophe, avec Claudie et avec Karen, puisqu'on a monté un comité de liaison qui préexistait, mais on l'a remis à l'ordre du jour, intermatériaux, parce qu'on pense que ça n'a pas de sens d'opposer les matériaux entre eux, et qu'il faut voir les choses par le use case, l'usage, et non pas en fait par le matériau. Erreur encore de certaines politiques publiques qui ne regardent pas leurs conséquences. Voilà, c'est tout. On m'entend plus, merci, mais la complémentarité qui évidemment est au cœur du salon Prodenpack également, on se retrouve dans les allées du salon et puis pour les conférences demain. Un grand merci à vous, à très vite.